Vos deux centres de la rénovation Home Hardware de Newport et Lance à Beaufils vous présentent Reflet d'ici. Bonjour, bienvenue à Reflet d'ici. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Maryse Tremblay, qui est directrice des communications à Ciment Mécanisme. On est d'ailleurs directement sur le chantier. Alors, bonjour. Bonjour, on est très heureux de vous recevoir d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler tout d'abord des impacts de la cimenterie sur le milieu à plusieurs niveaux, niveau environnemental, niveau social, parce qu'on sait que c'est quand même un projet d'envergure. Tout d'abord, pour s'implanter, pour que la cimenterie puisse s'implanter, il y a eu des rachats de maisons. Est-ce qu'on peut revenir sur le processus? Oui, on peut revenir. C'est difficile de résumer parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, tout le monde est au courant que ce projet-là appartenait à Simbec auparavant. Et Simbec avait déjà effectué depuis plusieurs années, depuis même presque une vingtaine d'années, déjà des rachats de maisons dans le contexte de ce projet-là. Nous, en rachetant Simbec, on a racheté évidemment tout le parc immobilier qui venait avec ça. Et on a procédé aussi à d'autres rachats de maisons et de terrains. Les rachats qu'on fait, ils se font sur une base opérationnelle, c'est-à-dire que le ministère de l'Environnement, pour qu'on puisse opérer notre cimenterie, on a une liste vraiment très exhaustive d'engagements à respecter, de critères, de normes à respecter. La liste est extrêmement longue. Souvent, les gens ont la perception qu'on a le droit de tout faire. C'est tellement faux. Je vous rassure, on est très, très bien surveillés et c'est correct que ce soit comme ça aussi. Donc, parmi ces engagements-là, on a des critères de bruit à respecter, donc dans les résidences avoisinantes qui sont tout près situées, surtout près de la carrière, donc derrière le projet, derrière l'usine, on doit s'assurer de respecter des normes de climat sonore, donc des normes de bruit précises que le ministère de l'Environnement nous impose. Et pour certaines maisons, on avait des dépassements. Donc ces maisons-là devaient être inhabitées. Ce n'est pas de l'expropriation. Nous, on est une entreprise privée, on n'a pas le pouvoir d'exproprier des résidents. Par contre, on doit respecter bien sûr les critères que le ministère de l'Environnement nous impose et on a négocié, on a racheté des maisons avec des résidents du coin. Ce sont des dossiers qui sont très délicats. Parce que on rentre chez les gens, chez des gens qui habitent dans leur maison depuis plusieurs années, depuis 25, depuis 30 ans, et on leur annonce qu'on aurait besoin d'acheter leur maison. Moi, si c'était mon cas, je trouverais ça difficile aussi, et je suis sûre que c'est le cas de pas mal de gens qui nous écoutent. Alors, on prend le temps de faire les choses. On donne le temps aux gens de comprendre la portée de leurs gestes. On donne aussi, évidemment, des compensations. On rachète les maisons à un prix qui est généreux et qui est équitable aussi entre chacun des résidents. C'est bien important pour nous d'avoir une équité dans la valeur qu'on donne à leur demeure. Ce processus-là achève. On a travaillé pendant plusieurs années là-dessus. On est à la fin, là, on approche du fil d'arrivée. On a réussi à s'entendre avec la majorité des résidents. Je vous dirais qu'on approche vraiment là, de l'objectif final, là, d'avoir tous les terrains, les résidences nécessaires à nos opérations. Combien de résidences au total? Je vous dirais entre 30 et 40. Là, on devrait avoir à peu près une trentaine ou une quarantaine de résidences tout autour de la cimenterie. Par contre, ces résidences-là ne doivent pas toutes être inoccupées. Il y en a quelques-unes qui doivent être inoccupées pour nous permettre d'opérer. Sinon, pour les autres, la plupart des résidences qu'on a, les gens nous ont vendu leur maison, mais ils l'habitent toujours. Alors, donc, ils ne sont pas obligés de partir. Effectivement, c'est le cas. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'ils ont terminé d'habiter cette maison-là, ça ne sera pas remplacé. C'est exactement ça, tout à fait. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, qu'est-ce que vous allez faire avec les bâtiments ensuite? Il y a certains bâtiments qui sont même aux approches de la cimenterie, puis si les gens se sont promenés à Port-Daniel, qui les ont vus, il y a quelques bâtiments qui sont vraiment désaffectés complètement et qu'on va démolir pour des raisons de sécurité évidentes. Là. Donc, les familles sont parties, tout le monde a été relocalisé et on va pouvoir procéder à la démolition de ces maisons-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque associé à ces maisons-là. Et pour le reste, on va gérer là, au fur et à mesure que les gens vont quitter leur demeure, puis il n'y a pas
il n'y a absolument pas de mouvement là, où les gens doivent quitter. Là, tous les gens qu'on devait rencontrer ont été rencontrés. Donc, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Très bien. Donc, il y a une cimenterie qui s'implante comme ça au cœur d'un milieu où il y a une population. J'imagine que vous avez dû faire des démarches d'acceptabilité sociale. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, c'est un grand projet industriel. D'ailleurs, les gens le voient, ce n'est pas discret, c'était très grand, ça prend une grande place dans le paysage. Quand on est arrivé, on a repris le projet dès 2012, on a commencé à faire des consultations publiques en décembre 2012. En 2013, au début 2013, on a mis sur pied un comité de suivi sur lequel siègent des représentants de la MRC Rocher-Percé, des gens de la population de Port-Daniel aussi, donc des résidents avoisinant les terrains de la cimenterie. Il y a des gens du milieu de la santé, du tourisme, des gens d'affaires, tout ça. Et depuis 2013, on est en lien avec eux de façon régulière. On a ouvert le bureau d'information du côté de Port-Daniel en 2013 également avec un agent d'information en place. Donc, il y a plusieurs volets où la population peut venir nous voir, nous poser des questions. On assure des suivis aux questions qui nous sont posées. On a également fait une grande présentation de l'étude d'impact environnemental qui a été faite sur le projet à l'automne 2013 et on a fait également des portes ouvertes sur la question des emplois et des opportunités d'affaires. On a fait ça, si ma mémoire est bonne, c'est au début de l'été 2015. Donc, plusieurs rendez-vous avec la population et des portes ouvertes aussi, je veux dire, au bureau d'information à tous les jours. Donc, les gens peuvent venir nous voir et nous poser des questions aussi. Mais maintenant, côté environnemental, un projet comme ça, forcément, va avoir des impacts. Parlons des principaux impacts environnementaux de la cimenterie. Oui, bien du côté environnemental, ce qu'on a choisi de faire à la cimenterie, c'est puis c'est un choix, là, on n'était absolument pas obligé de le faire, on a choisi de s'assujettir à des normes américaines qui sont extrêmement contraignantes, qui sont beaucoup plus sévères que les normes qui sont en vigueur ici au Québec actuellement. On le fait parce que, malgré les grands titres qu'on voit parfois dans les journaux, le projet que l'on pilote, c'est un exemple environnemental dans notre industrie. Ça demeure un grand projet industriel, ça demeure un projet qui a un impact environnemental, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est d'être les meilleurs dans notre industrie et c'est ce qu'on sera. Donc, on travaille très, très fort là-dessus. Ces normes-là, elles nous exigent de mesurer en continu les émissions à la cheminée. Donc, tout ce qui va sortir de la cheminée sera mesuré en continu. Ça fonctionne un peu comme les boîtes noires dans un avion, c'est-à-dire que c'est un équipement qui est posé sur nos installations, auxquelles on n'a pas accès, qui doit être calibré par des auditeurs indépendants qui ne sont pas nous. Donc, on n'a pas de moyen d'aller trafiquer les données, de changer la donne pour nous avantager. Absolument pas. C'est fait de façon externe, de façon complètement indépendante. Donc, ça protège le public. Donc, on sait que les données qui sont là vont être justes. Donc, la mesure de ces émissions-là aussi nous permet d'avoir une empreinte environnementale qui est considérablement réduite. Sur le plan de l'empreinte environnementale, ce qui fait une différence significative dans notre projet par rapport à d'autres cimenteries existantes qui peuvent être vieillissantes, qui ont des technologies plus vieilles, c'est entre autres l'économie d'énergie. L'énergie qu'on va consommer pour fabriquer une tonne de ciment est de 30 à 40 % inférieure à ce qu'on connaît dans le marché du ciment actuellement. Donc, ces économies d'énergie-là, ça veut dire pas mal moins d'impact sur la planète. Et on est chanceux parce qu'en plus, notre source d'énergie, c'est de l'hydroélectricité qui est une énergie renouvelable. Donc, si on se compare, par exemple, à des usines qui peuvent être situées aux États-Unis, par exemple, dont l'électricité est fournie par du charbon, là, on commence à impacter davantage la planète. Ici, on a la chance d'avoir de l'hydroélectricité, donc ça nous permet d'avoir un avantage environnemental considérable. Ce qu'on a également, en fait, mesuré, puis je ne veux pas rentrer dans tout le volet très, très technique, mais sur le plan des émissions atmosphériques, à chaque tonne de ciment produite, c'est un pourcentage vraiment phénoménal de diminution par rapport à l'industrie. Par exemple, si on parle, puis là, je n'ai pas les chiffres là, vraiment là, sous la main, là, mais si on parle des émissions qui
provoquent des pluies acides ou des émissions qui font du smog dans l'atmosphère. Tout ça, on est à moins 65% par tonne de ciment, moins 95% par tonne de ciment. Donc, on est vraiment à des années-lumière de ce qui se fait ailleurs. Est-ce que je suis en train de dire qu'on n'a pas d'impact? Non. On est une grande industrie. On a un impact, mais on essaie de faire les choses de la meilleure façon possible aujourd'hui en 2016. On sait que la cimenterie est devenue une espèce d'icône pour les environnementalistes, justement en raison des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi, donc si elle est si écologique, pourquoi est-ce que cette cimenterie-là est devenue une icône polluante dans les discours populaires? Oui, c'est vrai ce que vous apportez. En fait, sur le plan des GES, parce qu'on va là sur les émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on aura au départ, c'est 20% moins de GES par tonne de ciment produite. Les GES, je vais vous expliquer rapidement pourquoi une cimenterie émet des GES. En fait, le 2/3 des GES provient du calcaire. Puis c'est de la chimie. Nous, la matière première avec laquelle on travaille pour faire le ciment, c'est le calcaire qui est dans la carrière ici à Port-Daniel. Alors, on prend cette roche-là et on va la broyer, on va la mélanger avec certains additifs, on va la chauffer. Et pendant le processus de cuisson, c'est là que les particules chimiques se séparent, si vous voulez, et c'est là que le CO2 qui est dans la pierre est libéré. Donc, alors, 2/3, dans le fond, des GES provient de la pierre. Et notre usine a une grande capacité de production, 2,2 jusqu'à 2,5 millions de tonnes de ciment. Et comme on a la plus grande capacité de production et que les 2/3 proviennent de la pierre, on est un peu pris avec cette équation chimique-là que toutes les cimenteries à travers le monde avec laquelle ils doivent composer. Là. On n'est pas mieux ni pire, mais comme on a une grande capacité de production, le chiffre absolu, c'est sûr qu'il est plus important, effectivement. Donc, pour une tonne de ciment, vous allez produire moins d'émissions de gaz à effet de serre, exactement. Mais comme vous allez produire beaucoup de ciment, c'est là la différence. Exactement. Maintenant, le combustible choisi pour le four de la cimenterie, ça aussi, ça a un impact, j'imagine, sur l'émission de gaz à effet de serre. Ici, quels sont les choix qui ont été faits? Oui. Alors, l'autre tiers, on disait les 2/3 proviennent du calcaire. L'autre tiers, ça provient du combustible. Ici, le combustible, c'est du coke de pétrole. La plupart des cimenteries fonctionnent avec coke de pétrole et charbon à la base. Ça prend un combustible qui a une grande source énergétique qui dégage une grosse chaleur pour pouvoir procéder à la fabrication du ciment. La bonne nouvelle, c'est qu'on travaille déjà pour substituer, donc pour diminuer notre consommation de coke de pétrole et le remplacer par, idéalement, de la biomasse. C'est le projet de la biomasse forestière. C'est le projet sur lequel on travaille et sur lequel on met le plus d'énergie parce que ça fait du sens. On est dans une région forestière, il y a des résidus des usines de sciage, puis on n'est pas là pour aller abattre des forêts pour alimenter la cimenterie, là. On n'est pas du tout dans cette dynamique-là. On veut aller chercher des volumes qui n'ont pas de valeur, qui ne sont pas utilisés actuellement pour permettre de nous aider dans la combustion et de réduire davantage. Tu sais, le 20% de GES de moins par tonne de ciment, bien, ce qu'on veut, c'est d'être encore plus performant que ça. Donc, de diminuer encore notre pourcentage de GES par rapport au reste de l'industrie. Puis, je vais vous donner un exemple que les gens comprennent. Quand tu regardes le parc automobile de la province de Québec, il y a des véhicules à essence, puis il y a des véhicules hybrides. Bien, le véhicule hybride, il va te permettre de te rendre d'un point A à un point B avec beaucoup moindre impact sur l'environnement. Tu as moins d'impact sur l'environnement, tu as une moins grande consommation d'essence. Donc, tu te rends quand même avec un impact moindre. Notre cimenterie, c'est le véhicule hybride du parc de cimenterie de l'Amérique du Nord. Donc, ultimement, qu'est-ce qu'on veut pour la planète? C'est plus de véhicules hybrides dans notre parc automobile puis moins de véhicules à essence. Bien, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir plus d'usines performantes qui ont moins d'impact sur l'environnement que des usines avec des technologies désuètes qui émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre par tonne de ciment. Très bien. Maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet toujours relié à l'environnement, c'est-à-dire la pêche. On sait que la cimenterie est dotée d'un terminal maritime. Il va y avoir du transport par bateau. Ça a un impact sur la pêche côtière ici?
En fait, nous, l'approche qu'on a eue, évidemment, c'est une approche vraiment de discussion, de dialogue avec les pêcheurs du secteur. On a formé avec eux un comité il y a déjà plusieurs années de ça. On se réunit chaque année, quelques fois par année. On a eu un impact sur leurs activités. On a eu un impact sur l'activité des pêcheurs parce que la zone occupée par notre terminal, c'est une zone où les pêcheurs donc installaient leurs installations aussi, où ils circulaient également. Et pendant la construction de notre terminal, bien, il a fallu évidemment ériger un périmètre de sécurité qui empêchait les pêcheurs de passer, de circuler ou d'opérer dans cette zone-là. C'est une situation qui était temporaire et en fait, on a compensé les pêcheurs parce qu'on venait avoir un impact, on avait un impact direct sur leurs activités. On n'a pas d'impact sur la ressource, on n'a pas d'impact sur le homard, par exemple. On a également un élément important pour lequel les pêcheurs, je pense, sont assez satisfaits. Quand on a construit notre terminal, le terminal est constitué de plusieurs plateformes. On est venu finalement creuser là, ou installer des pieux de façon très, très profonde sous la mer, dans le roc, et on a perdu, si vous voulez, une certaine quantité d'habitat du homard. Alors, le ministère des Pêches et des Océans nous a dit, vous construisez un terminal, vous allez faire perdre une certaine quantité d'habitat du homard, alors vous allez compenser cet habitat-là par autre chose. Alors, ce qu'on a fait l'an dernier, l'été 2015, on est allé installer en mer des récifs artificiels pour permettre aux homards de s'installer. Et on est retourné cette année sur nos récifs artificiels. On a fait des plongées scientifiques, on a documenté, on a pris des photos, de la vidéo. Et il y a des homards, il y a des algues qui se sont installées sur ces structures-là en mer, dans un espace où il n'y avait que du sable. Donc, il n'y avait pas de possibilité de pêche. On est venu créer un nouvel habitat pour le homard. On est venu compenser notre empreinte sur l'environnement. Et je pense que les pêcheurs sont très, très contents. Puis, il n'y a pas eu de diminution de capture du tout. On est en lien avec eux aussi pour toute la question de la circulation maritime avec les navires qui vont commencer à arriver là, du côté de Port-Daniel bientôt. Très bien. Donc maintenant, avant de terminer, est-ce qu'il y a d'autres mesures un peu de ce type-là? Ça peut être aussi sur le chantier de la cimenterie, des mesures que vous prenez pour atténuer votre impact, que ce soit visuel, sonore, environnemental, toutes sortes d'autres faits intéressants? En fait, la liste de nos engagements environnementaux, elle est assez impressionnante aussi. On en a dans toutes les sphères d'activité. On doit compenser des milieux humides, donc à cause de la construction de nos installations. Même principe que pour le homard, on vient perdre un milieu humide, alors il faut aller en créer un autre. C'est ce que le ministère nous demande. On a fait ce genre de travail-là. On a des nichoirs à chauves-souris pour s'assurer de ne pas perdre justement de l'habitat de chauve-souris, pour s'assurer évidemment qu'on prend soin de cette espèce-là aussi. Durant la construction du terminal, on avait des observateurs de baleines à temps plein qui ne faisaient qu'observer ce qui se passait autour des activités du terminal, et s'ils observaient un passage de baleines, le chantier s'arrêtait. Alors, ils avaient le pouvoir de faire arrêter tous les gars de construction pendant qu'on faisait la construction, parce que l'impact sonore du travail en mer pouvait affecter l'espèce. Donc, on s'assurait qu'il n'y ait pas de travail jusqu'à ce que l'espèce soit vraiment sortie de la zone et qu'on ait confirmation que c'était sorti de la zone. Alors, c'est le genre de choses qu'on a fait là, tout au long de la construction. Et des engagements, c'est phénoménal, la liste d'engagements qu'on a à respecter. Puis, on est très fiers de le faire parce que c'est le mandat de la cimenterie. C'est ça qu'on nous a demandé de faire. Oui, on fait du ciment. C'est pas, je dis des fois à la blague, là, on fait pas des cupcakes, là. C'est pas des petits gâteaux. On fait du ciment, c'est une matière industrielle, c'est une industrie lourde, mais on essaie de le faire de la meilleure façon possible avec le moindre impact sur l'environnement. Très bien. Maryse Tremblay, merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir.